Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel. News Jardin TV vous présente Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, plantes, botanique, jardin et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser. Vous êtes curieux de plantes et de nature? Toutes les réponses et bien plus encore dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, si nous avons invité Arnaud Morière, c'est parce qu'on l'aime bien, mais c'est aussi parce qu'il nous a fait, avec son camarade Éric Ossard, un bouquin formidable. Alors c'est vrai que je vous l'ai présenté déjà dans l'émission 61 du 25 juin dernier. J'avais un peu râlé par rapport au titre, en disant que personne ne comprenait rien à ce titre-là et que peut-être que sur le plan marketing, c'était pas une bonne idée. Bon, je vais pas aller plus loin. Si tu l'as choisi, c'est peut-être une raison. D'ailleurs, tu peux nous expliquer peut-être pourquoi. Fait, oui. Mais c'est surtout l'intérêt, c'est l'intérieur. Et on va avoir ce dossier autour du concept du jardin. Si je vous dis, mes amis, qu'est-ce qu'un jardin, on va en parler pendant des heures. Donc on va disserter, débattre un peu autour des énormes citations formidables qu'il y a dans ce livre-là. Et on va commencer par celle-ci, et à vous de vous exprimer autour de ça. Le jardin n'est pas la nature, mais la nature est dans le jardin. Le jardin est une nature à l'échelle de l'homme. Qui a écrit ça. Absolument, et que je revendique. Bien sûr. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui est un peu dangereux, je dirais, dans la façon dont on a de voir la nature sauvage, c'est qu'on a un petit peu tendance à dire qu'on veut tout maîtriser. On voulait avant. Ça, on veut toujours tout maîtriser et considérer que la nature sauvage est un jardin. Pour moi, c'est une hérésie totale, parce que dans la nature sauvage, justement, il n'y a pas d'intervention humaine par définition. Par contre, toutes les lois qui régissent la nature, eh bien sûr, elles régissent aussi le jardin. La nature est vraiment dans le jardin. C'est-à-dire il y a des éléments de la nature qu'on met dans le jardin. Absolument. C'est-à-dire que, tout simplement, on travaille avec le vivant. C'est ça. Et je crois que c'est un élément essentiel de cet ouvrage, c'est de rappeler que le jardin est un laboratoire, est un lieu d'enseignement du vivant. On parlait tout à l'heure des jeunes qui avaient peur des insectes, par exemple. Tout à fait typique, parce que nous aussi, on l'a vécu, d'avoir des jeunes stagiaires qui étaient très craintifs devant les serpents, les araignées, et que sais-je encore, les souris, enfin tout y passe. Ce qui est incroyable, c'est que finalement, on a eu un changement de société absolument radical en une génération, peut-être 2 générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai 60 ans. Quand j'étais gamin, j'avais 2 grands-pères qui habitaient à la campagne. L'un en Normandie, l'autre dans le sud-ouest. Les 2 grands-pères avaient des jardins. L'un avait un jardin potager parce qu'il en avait vraiment besoin pour nourrir sa famille. L'autre avait un jardin floral parce que c'était sa passion. Même si j'habitais dans la région parisienne, j'avais forcément un contact avec la nature. Voilà. Aujourd'hui, la population rurale, comme vous le savez, a fortement diminué. Au début du XXe siècle, encore la majorité de la population vivait dans les campagnes. Aujourd'hui, la majorité, elle vit dans les villes. Donc, il y a une rupture terrible entre la nature et l'homme. Et c'est ce que peut apporter le jardin, c'est-à-dire c'est une nature maîtrisée, c'est une nature qui ne fait pas peur, et c'est une nature où n'importe qui, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, peut apprendre. Mais non seulement du vivant, c'est-à-dire que signifie le vivant ? Le vivant, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour faire les choses, il faut du temps pour apprendre, il faut du temps pour planter, il faut du temps pour faire pousser. Et c'est dans le jardin, moi, que j'ai appris à vivre, tout simplement. J'ai toujours jardiné depuis que je suis gamin, justement avec mes grands-pères. Et puis après, j'en ai fait mon métier, après avoir rencontré Éric. Et le jardin, pour moi, est une leçon de vie extraordinaire. Et je pense que
à un moment où on s'interroge beaucoup sur l'enseignement, où disparaissent les fameuses leçons de choses qu'on avait quand on était enfant, où on apprenait comment fonctionnait la vie, au moment où disparaissent les cours de botanique, au moment où disparaissent les cours de sciences naturelles. Paradoxalement, on parle que de ça, l'environnement, voilà. La biodiversité, voilà. etc. Alors, on en parle beaucoup, mais plus on en parle et moins on l'apprend. On l'apprend. Et je pense que le jardin est ce lieu de réconciliation parce qu'on y trouve toutes les réponses à nos questions sur le vivant, mais des questions aussi sur nous-mêmes. Comment appréhende-t-on un jardin ? Comment va-t-on appréhender notre attitude par rapport à la nature ? Est-ce qu'on va être des tailleurs ? Est-ce qu'on va passer notre temps à tailler des gazons, à tailler des haies, etc. Moi, c'est sympa, moi j'aime bien tailler. Eh ben moi, j'aime pas. Moi, je te le dis franchement, Patrick, moi, j'aime pas. Bien sûr, il y a des tailles qui sont nécessaires, mais je pense qu'on perd beaucoup de temps à tailler. Et regarde qu'on les gens ferait qui se mieux- passionnent pour le bonsaï. Ça, chacun son. C'est un contact avec le végétal extraordinaire, avec une projection sur ce qui va devenir, etc. Enfin bon, on pourrait en parler Oui. des milliers d'années. Je vais demander à Pierre sa réaction. Moi, le titre, j'aime bien parce que le jardin n'est qu'émotion. Le jardin, c'est quoi ? C'est subjectif, c'est ce qu'on ressent. C'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent. Donc, le jardin n'est qu'émotion. Le jardinage devrait être enseigné dans toutes les écoles, et dès la primaire et dès la maternelle, parce qu'avec le jardin, on fait tout. On apprend le temps qui passe. On attend à travailler avec du vivant, et qu'aussi le vivant, on le fait mourir, il n'y a pas deuxième chance, il faut tout recommencer depuis le départ. Dans le jardin, on peut faire beaucoup de choses. On est humble devant la nature, devant ce qui peut se passer. S'il y a bien une discipline qui devrait être enseignée à l'école, c'est bien le jardinage. Le jardinage, je pense, est fondamental, comme tu disais, parce que ça apprend le vivant, tout On simplement. apprend le vivant. Et qu'aujourd'hui, on est quand même face à ce grand problème où on a une disparition du vivant. Et on a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Si Absolument. les gens ont peur des abeilles, ont peur des insectes, parce qu'ils ne les connaissent pas. Autre citation du livre d'Arnaud et d'Éric. Le dessin du jardin est une trame dont la végétation va s'affranchir pour constituer un paysage qui échappe au dessin, à l'intention initiale. Tu dessines ton jardin, mais que c'est en fait que quelque chose d'imparfait, parce que c'est la végétation qui, par la suite, va le tracer elle-même. Je dirais pas imparfait, je dirais qu'on est des initiateurs, simplement. C'est-à-dire que quand on plante un petit arbre ou un petit arbuste en godet, ce petit arbuste en godet, soit ça va marcher et tout d'un coup il va faire des mètres de haut, soit ça va pas marcher et puis effectivement il va mourir, pourquoi pas. Ça fait partie du jardin, c'est-à-dire que c'est aussi des déceptions, c'est pas que des réussites, un jardin, c'est fait par apprentissage. Et on rejoint le problème de la taille, c'est-à-dire dans la taille on va limiter, on va conformer la nature à nos désirs. Et moi, ce que je défends, c'est qu'il faut au contraire accompagner la nature et que le désir qu'on ait soit un désir justement de vivant, d'expansion, de croissance spontanée et naturelle et non pas de contrainte. Et un jardin, tout le monde le sait, c'est pas le paysagiste qui le fait. Quand je fais un plan de jardin, j'initie une histoire. Et après, c'est le jardinier qui va l'entretenir, qui va la continuer, cette histoire. Mais surtout, par-dessus tout, il y a ce vivant, il y a ce végétal qui va pousser et qui va apporter un nouveau paysage. Je vais donner un exemple précis. Quand on plante un jardin au milieu d'une page vierge, par exemple, donc une terre où il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. On va commencer par planter des champs avec des graminées qui vont protéger des petits arbustes, des petites plantes. On est dans un milieu qu'on appelle ouvert, c'est-à-dire ensoleillé. Et puis ces arbustes, grâce à la protection qu'apportent les graminées et d'autres plantes annuelles, va commencer à pousser. Finalement, au bout de quelques années, il va apporter de l'ombre à ces graminées qui vont disparaître. Le cycle est fini. Et puis d'autres plantes vont apparaître ou d'autres plantes vont être plantées. Et là, c'est l'acte du jardinier. C'est-à-dire que dans la nature, les plantes, elles viennent spontanément et elles viennent d'un milieu restreint qui est le milieu des quelques kilomètres autour de l'espace de croissance, alors que le jardinier va pouvoir apporter parfois des plantes de très loin, mais qui répondent exactement aux besoins qu'il a à ce moment-là dans son jardin. Il y a quand même un côté « je décide ». La différence entre la nature et le jardin, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que moi, jardinier, je décide que toi, cette plante, tu vas aller là. Alors ça marche ou ça marche pas, comme tu disais, alors que la nature, elle, ça va être un peu l'effet du hasard. On est un petit peu les commandeurs malgré tout. Non, dans le jardin, c'est aussi l'effet du hasard parce que vous allez faire ce que vous voulez. Si une plante ne veut pas pousser, oui, bien sûr. elle ne poussera pas. Par exemple, vous allez planter un viburnum originaire de Chine dans votre jardin.
Et puis, bon, il se développe moyennement, sympathiquement. Mais... Puis tout d'un coup, il y a un sureau qui va arriver, qui vient de loin, qui va lui piquer la place. Et bien là, vous aurez un choix à faire. Et peut-être que ce sera le sureau que vous allez arracher, celui qui s'est introduit la mauvaise herbe qui n'existe jamais, ou c'est finalement le sureau qui va vous étonner, qui va fleurir, qui va vous donner des fruits avec lesquels vous allez faire vos confitures et tout ça, alors que ce pauvre viburnum que vous avez payé 30 € dans une fête aux plantes, finalement, non, il n'est pas très intéressant. Et je le vire. Effectivement, il y a un acte du jardinier, mais c'est toujours la nature qui a le dernier mot. Et je voudrais revenir quand même sur ce titre, parce que tous les deux, vous êtes partis sur ce titre. L'un vraiment, l'autre, on ne ment pas. Manifeste. Mais il a une raison très précise, ce titre. Parce qu'il répond à un autre manifeste qui est celui de l'architecture émotionnelle. Il a été écrit au début des années 50 par un Allemand qui vivait au Mexique et qui s'appelait Matthias Goeritz. Et ce manifeste de l'architecture émotionnelle est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui revient beaucoup dans la discussion des architectes. Et donc, en fait, ce bouquin est aussi une réponse à Matthias Goeritz. En plus, il se trouve que mon jardin est à quelques kilomètres de l'endroit où Matthias Goeritz a écrit ce manifeste. Et c'est quelqu'un décédé maintenant, mais qui m'a toujours beaucoup inspiré, que ce soit lui ou Barragan, qui est son suiveur le plus connu. Et donc, en fait, ce manifeste du jardin émotionnel est une réponse au manifeste de l'architecture émotionnelle de Matthias Goeritz. Voilà. Pierre, c'est Paul qui nous a posé une question sur New Jardin TV. Cette année, j'ai laissé monter à graines des jacinthes des bois. J'ai obtenu plusieurs centaines de graines bien noires et brillantes. J'ai l'intention de les semer. Mon instinct me dit qu'il faudrait certainement les laisser sécher cet été et les vernaliser cet hiver pour les semer vers la fin février. J'habite en région parisienne. Qu'en pensez-vous ? C'est des plantes bulbeuses, c'est pas vraiment génial. Le semis, ça demande des années et des années. Puis en plus, les jacinthes des bois, ça se reproduit tout seul. On fait souvent de la multiplication végétative sur des plantes bulbeuses, donc il suffit de séparer les touffes et puis ça marche. Je pense que ce qu'il peut faire aussi, parce que c'est quand même sympa de récolter les graines, c'est de les ressemer sur place, c'est-à-dire de griffer le sol, d'épandre les graines, de recouvrir, et il va avoir comme ça un champ. De toute façon, elle naturalise toute seule, la jacinthe. Il ne faut pas s'en occuper. C'est-à-dire qu'elle prend ses graines, elle les met là à l'endroit où elles sont là, et mettre un peu de compost dessus, et poussera là. Les plantes sauvages, c'est les plus difficiles à domestiquer. Surtout pour les jacinthes des bois, il faut les laisser grainer là où elles sont. Elles ne pousseront que où elles voudront pousser. On ne peut pas les maîtriser. C'est ce que je voulais dire, c'est que ça s'étend tout seul, c'est-à-dire que ça se naturalise. C'est vraiment la plante qui va occuper le terrain, qui va aller là où elle veut, comme vient de dire Pierre. Et c'est pas la peine de prendre les graines, d'essayer de faire tout un bazar, de les stratifier, etc. Sauf que si ce monsieur veut les implanter dans un endroit où il n'y en a pas, à ce moment-là, on peut comprendre. On ne l'a pas dit. Et donc, dans ce cas-là, je pense qu'on revient sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il faut semer en place, ne surtout pas s'amuser effectivement à faire des godets, tout ça, parce que comme tu disais, alors là, on s'en sort pas. Mais s'il sème en place, dans un environnement qui correspond à celui de la jacinthe, parce que c'est pas la peine de le mettre dans un endroit qui lui correspond pas. Mais dans un sous-bois. Dans un sous-bois, il sème, il remet un petit peu d'humus dessus et puis les laisser tout de suite. Il faut pas attendre l'automne. Non, garder le cycle naturel. Exactement. Voilà. Vous voyez, mes amis, à quel point les professionnels sont importants, utiles et souvent astucieux. Ça sera le mot de la fin de cette émission. On vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin.